Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission au format Super Friends. C'est dans ce podcast qu'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture par leur travail. On enregistre cette émission en plein cœur du FIBD édition 2025 et quelle édition déjà, puisque nous avons le plaisir d'avoir Superman, une exposition sur Superman en plein cœur du FIBD. Enfin, les super-héros sont reconnus par le festival. Ça nous fait quand même très très plaisir, mais ce qui nous fait surtout plus plaisir, c'est d'avoir avec nous les personnes qui ont permis à cette expo d'être faite au cœur du vaisseau Möbius à Angoulême. J'ai avec moi Yann Graff, le commissaire de cette exposition Superman, l'homme aux mille et une vies. Bonjour Yann. Bonjour. Et j'ai également avec moi Eve Sarfati, qui est donc la scénographe du studio Golem pour cette exposition. Bonjour Eve. Bonjour Arnaud. Alors j'ai une question d'abord en général, parce que Yann, on l'a déjà invité plein de fois, donc tout le monde sait en gros ce qu'il fait. Eve, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment ce que c'est le métier de scénographe? D'accord, alors il se trouve qu'en fait, en plus, j'ai déjà travaillé avec Yann, puisqu'on a fait une exposition. Sur l'exposition Batman, ensemble. j'imagine. Voilà. Oui, très bien. Donc on a une belle réalisation en commun dans le passé qu'on avait déjà travaillé. Alors je vais vous expliquer en quelques mots ce que c'est que le travail de scénographe. Le scénographe, en fait, d'abord c'est finalement un metteur en scène d'un contenu, d'un dispositif intellectuel. Donc Yann, en l'occurrence, dans ce projet, alors il faut savoir que les expos ne se ressemblent pas. L'implication du commissaire n'est jamais la même, on n'a jamais le même produit, etc. Et on n'a jamais le même rapport en fait à l'espace. On est sur des lieux qui sont toujours différents. Alors là, le vaisseau Möbius, on connaissait. On a fait l'année dernière l'expo, mon studio a réalisé l'expo de Riyad Satouf. Donc on avait cette petite longueur d'avance. Cela étant, on est sur un plateau qui est assez court. Alors le procédé du scénographe, c'est qu'en fait il récupère un texte qui est écrit par un éditeur dans ce cas-là. Ça peut être un journaliste, un historien, et en fait on va faire un découpage selon un parcours qui est souhaité, qui provient, on va dire normalement, de la part d'un commissaire qui arrive à penser, ce dispositif intellectuel comme un objet, comme un parcours physique dans lequel le visiteur va s'engager. Et tout le but de mon travail, c'est d'abord de rentrer dans une équation budgétaire qui est souvent assez ténue. C'est des contraintes que vient l'originalité. Tout à fait. Mais du coup, ça donne déjà d'office une sorte de cadre et un positionnement en fait. Alors donc il y a ce découpage qu'on va faire en fait sous forme de zoning. On va aborder. Alors là, pour le cas de Superman, on va appliquer l'exemple à ce cas-là. Ce qui est super avec Yann, c'est qu'il avait déjà en tête ces grandes pièces emblématiques. Donc on savait que ça allait se découper de cette manière-là, c'est-à-dire on allait passer de Kandor jusqu'à la forteresse. Et dans ces contenants, après, on va donc évidemment exprimer les œuvres, les présenter, que ça soit des œuvres originales ou des reprographies. Le travail après, c'est un travail vraiment très artistique. On va aller chercher de la hauteur. On est sur un travail pédagogique. Il faut qu'on arrive à se situer comment le corps rentre en contact avec le contenu, au niveau du titre, au niveau du labeur, donc des textes vraiment du corpus en fait de l'exposition qui va être disséminé à travers. Moi, j'ai toute une règle un petit peu que je donne aux commissaires, qui est parfois un peu complexe, mais enfin dans laquelle on peut vraiment s'éclater, parce qu'une fois qu'on comprend qu'en fait il y a un travail de synthèse, souvent c'est évidemment des personnes qui souhaitent apporter un éclairage très vaste, mais ce qui vaut le coup, c'est quand on a en fait un commissaire qui comprend aussi qu'il doit réduire en fait ses textes, parce que la visite est quand même assez rapide. On est au Festival d'Angoulême, on peut se faire de 8 à 14 expos, on sait que c'est extrêmement dense. Donc dans ce cadre-là, le commissaire et le scénographe jouent un peu le jeu d'un parcours qui va être synthétique, efficace. Et moi après, c'est un travail artistique où je vais aller chercher du très grand et du très petit, du détail, où en fait ce que j'aime bien par rapport à mon travail, c'est vraiment jouer avec l'expression graphique au maximum, jouer avec du sculptural, rapporter vraiment des pièces très identifiées. Donc pour Krypton, là vous le verrez, je fais un peu de teasing, mais on a donc travaillé sur des pièces emblématiques. Donc évidemment, je voulais la planète de Krypton, on était d'accord avec ça. On voulait le globe de Daily Planet, on voulait des unes hyper grandes. On va amplifier en fait des dessins qui évidemment méritent de l'être, quoi. Donc ça, c'est vraiment génial en scéno quand on arrive à jouer avec du très très grand.
grand, et évidemment du détail, parce qu'il faut faire plaisir à l'œil. Il faut être à la fois sur des pièces très singulières, qu'on appelle souvent des dioramas, qu'il faut laisser vivre parce qu'on va être dans une sorte d'immersion, et des pièces beaucoup plus précises sur laquelle on va s'attarder. Voilà, grosso modo, le travail de scénographie, c'est ça. Et puis après, il y a tout le travail avec les artisans. Je travaille pas toute seule, je suis vraiment accompagnée d'une équipe énorme, des agenceurs, des décorateurs, des peintres, une chargée de prod qui est avec moi, qui s'appelle d'ailleurs Ezida Tribo, je lui fais coucou. Et voilà, et donc c'est tous ces gens-là qui s'agrègent dans un lieu qui est jamais le nôtre. Donc faut aussi être dans le respect d'un certain, je sais pas comment vous dire, d'une certaine identité du lieu, quoi. Et on arrive, on a un temps restreint pour l'installation, boum, on monte. Il faut penser d'office au démontage et aussi au travail d'itinérance, puisque cette expo, en l'occurrence, Superman est itinéraire. Voilà, à Lyon pour avril. Très bien. Je suis même pas sûr que ça a été annoncé en plus ça, mais ça fera au moins. Mais de toute façon, c'était un truc que je voulais aborder de toute façon dans le podcast, donc ne t'inquiète pas, ce n'est pas mince, des hommes en noir qui arrivent. Tu as brisé le NDA. C'est terrible. Bon, c'était sympa de t'avoir connu. On est en direct. C'est ça. Mais je voulais dire juste par rapport au Studio Golem, en fait, il y a un historique en fait du Studio Golem aussi à travailler des expositions pour le FIBD. C'est quelque chose dont maintenant vous avez l'habitude. Oui, carrément. Alors nous, donc on a commencé avec Batman. On avait fait très fort à l'époque parce qu'en fait moi j'étais vraiment dans un virage total pro. Je suis designer produit à la base, donc vraiment le rapport du petit dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un peu les points de détail que voilà. Je suis pas architecte quoi, comme beaucoup de scénographes. Voilà. Alors du coup, tout ça pour vous dire que j'ai commencé par Batman et ça avait super bien marché. On avait fait une très belle expo. Malheureusement, elle n'a duré que 3 jours. C'était assez insensé à l'époque. J'étais pas encore bien consciente de ce qu'on engageait matériellement. Les choses ont changé entre 2019 et 2025. On fait des trucs beaucoup plus souples, beaucoup plus légers, etc. en termes d'infrastructure. Mais tout ça pour vous dire que ça a bien marqué les esprits cette expo. Et depuis, j'ai la chance et l'honneur d'avoir la confiance du FIBD. Donc tous les ans, on me confie une exposition. Donc voilà, je les citerai pas là, mais il y en a eu plus de 8 expos pour le FIBD depuis. Ce qui est trop cool, c'est alors qu'à chaque fois tu découvres aussi d'autres univers et que ça te permet de repenser. J'imagine que justement c'est hyper stimulant créativement parlant. Alors. Carrément. Et puis voilà, le bol, c'est qu'en fait on m'a affilé des expositions jusqu'à présent qui étaient très immersives. Donc j'aime bien être estampillé scénographe d'expo immersive, ça me va très bien. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Yann, je me tourne un petit peu vers toi parce que c'est vrai, le fait de rappeler à juste titre qu'il y avait quand même une expo Batman permet de un peu de nuancer l'ironie que j'utilisais en introduction de ce podcast sur la présence des super-héros au FIBD. Mais tout de même, justement, depuis Batman, on avait plus vu beaucoup de comics non plus. D'où ça part ce projet? C'est une demande du FIBD? C'est toi qui viens avec une idée avec Urban et peut-être Warner DC France? Comment ça se monte le projet? Là, pour le coup, c'était une demande à la fois du FIBD et d'Urban. C'était vraiment une réunion en fait des deux parties sur la possibilité de faire une exposition Superman. Alors je sais que le FIBD avait une volonté de remettre un peu le comics avec une grande exposition populaire à l'ordre du jour, et Urban de toute façon est dans une année Superman via la sortie du film. Donc là les deux volontés se concordent et on en avait parlé quelques mois avant. Donc moi j'ai commencé en mai à travailler sur cette exposition. Donc en mai 2024. Mai 2024. Donc Marguerite Demouette qui est la directrice artistique m'a contacté pour travailler sur cette exposition. Au départ, je devais travailler sur une autre exposition qui ne s'est pas faite, et du coup, comme l'exposition Superman avait été dealée juste au moment, donc j'ai proposé, on m'a proposé le commissariat, j'ai proposé dans les 48 heures, je proposais un document de 24 pages sur l'exposition et le personnage, et du coup ça a convaincu Marguerite, et puis après on est reparti sur les réunions à la fois avec le FIBD, à la fois avec Urban, et puis après avec les scénographes. De toute façon, j'avais déjà parlé à Marguerite de travailler de nouveau avec Eve sur l'exposition, puisque sur l'exposition Batman c'était vraiment un super souvenir et puis un super travail. Donc du coup voilà, c'est toutes les étoiles se sont bien alignées sur cette exposition. De façon générale, et avant d'aborder particulièrement les choix que vous avez fait pour cette exposition, comment on travaille en tant que commissaire d'exposition, justement quand tu fais ce document de 24 pages, en fait, c'est quoi les idées principales qu'il faut établir pour se dire qu'est-ce qui va faire la réussite d'une exposition? J'ai fait dans le document, j'ai commencé par un rappel historique avec la déclinaison des différentes périodes de Superman.
Et ensuite, j'ai fait un deuxième paragraphe, un deuxième point sur les éléments qui sont constants dans ces décennies. Donc forcément Krypton, forcément la forteresse de solitude, forcément Lois Lane, forcément Lex Luthor. Et à chaque fois, trouver, il y avait des notes, des souhaits pour la scéno. C'était pas imposé quoi que ce soit, mais c'était des souhaits et puis c'était surtout des idées. Voilà, des idées graphiques. Qu'est-ce qui évoque le Daily Planet? Forcément, il y a la sphère. Qu'est-ce qui évoque Krypton? Forcément, il y a les kryptonites, la kryptonite. Donc là, on a les 4 sortes de kryptonites qui sont présentées. Pour la forteresse de solitude, c'est pareil. Forcément, on pense Kandor, ville en bouteille, on pense projecteur de la zone fantôme. Mais après, c'est pas, pour moi, c'est pas des ordres, quoi. C'est des propositions. Et ensuite, une fois que le parcours avait été, j'ai fait aussi la proposition de parcours. Proposition. Juste en ayant connaissance du nombre de salles quand même qu'il y a, de l'espace. Non, donc ça, je vois, tu le fais à l'aveugle. Parce que la première chose que j'ai demandé avant de faire le document, c'était est-ce qu'on sait déjà où on sera placé? Et Marguerite m'a dit qu'il n'y avait pas de lieu déjà acté. Donc elle m'a dit tu fais une proposition, mais vraiment comme tu la vois. C'est-à-dire sans te prendre sans te poser de questions de savoir où ça va être diffusé. Donc moi je me suis basé sur l'expérience de Batman et de l'Alpha. Une fois qu'il y avait ce parcours, j'ai mis aussi des indications sur les auteurs que j'aimerais mettre en valeur pour chaque salle. Et puis j'avais mis des petits visuels qui me paraissaient de toute façon significatifs dans ce document et qu'on a retrouvé plus ou moins sous différentes formes dans la version finie. Et surtout, une fois qu'il y avait ce document, lors des premières réunions avec Eve, j'ai envoyé aussi on a envoyé des visuels. On avait accès au matériel d'Urban Comics, donc les différents albums, et j'ai envoyé des visuels pour chaque partie, et puis pour avoir déjà une approche déjà visuelle, une approche de certains visuels qui étaient forts et qui étaient marquants. Et du coup, il y a des visuels. Moi, je pense au Lois Lane qui est caché derrière le mur avec les balles qui foncent. Ça, directement, Eve m'a dit, voilà, ce visuel-là, il est fantastique, on le garde. Donc, du coup, on l'a vraiment intégré dans la scéno du Daily Planet. Et puis, petit à petit, ça a été des échanges sur la présentation. Alors, les présentations en modèle 3D, ce que vous appelez des élévations. Donc, on montre les murs tels qu'ils vont être présentés, et puis la place qu'on a pour poser les planches originales et puis les repros. Sachant que la grande différence entre Batman et celle-ci, c'est que Batman, au départ et pendant très longtemps, il ne devait pas y avoir de planche originale. Et là, très vite, avec Superman, à partir de juillet, on a commencé à évoquer l'idée d'avoir des planches originales. Parce que c'était pas forcément le cas au départ, alors. C'était en discussion. Et puis, en juillet, en gros, c'était dans les négociations et c'était via Urban. On a discuté avec François Hercouet, donc le directeur éditorial d'Urban. Il allait à San Diego. J'avais retrouvé le nom de la personne qui nous avait prêté les planches originales pour Batman. François a réussi à récupérer le contact. Et on a réussi via ce biais-là à récupérer déjà des planches, une quarantaine de planches dont on a eu la liste en septembre. Et de mon côté, moi j'ai eu avec Marguerite Demouette un autre contact d'un collectionneur belge qui s'appelle Philippe Boone et qui nous a, avec qui j'ai présenté l'exposition. Donc lui avait vu l'exposition Batman et fort de cette exposition, il était vraiment partant pour présenter ces planches à une condition, qu'elles soient vraiment intégrées dans la scénographie, qu'elles soient pas mises à l'écart comme on avait fait avec Batman où on avait fini par les planches originales rassemblées. Et ça convenait avec de toute façon l'évolution de l'exposition prenait de toute façon le biais d'une exposition d'origine. Mais ça veut dire alors que
le parcours thématique était déjà tracé, que tu as dû alors imbriquer les planches originales dedans, ou à l'inverse, le fait d'avoir cette option qui se rajoute t'a fait revoir le parcours thématique? C'était plus au niveau de... Ça n'a pas modifié le parcours thématique. En revanche, ça a modifié le... J'allais dire, même en termes de scénographie, est-ce que Eve, t'as revu peut-être des idées de plans, justement avec cette contrainte supplémentaire? En effet, on a revu les choses, mais ça, c'est justement le fameux Tetris qu'il faut un petit peu monter ensemble. Ouais, Yann, il s'est vite emparé de la liste et il a fait un dispatch qui était un premier dispatch qu'on a affiné. Enfin, voilà. Après, il faut trouver évidemment des éloquences d'un passage d'une image à l'autre, d'une icono à l'autre. Et c'est assez subtil, hein, parce qu'il faut faire avec la matière qu'on a. On sait en plus que à l'avenir, on n'aura pas de planche originale. Donc, il y a beaucoup de réflexions qu'on amène là-dessus. Mais c'était génial parce qu'on a pu faire vivre des éléments à travers des dessins qu'on n'avait pas forcément besoin d'exprimer en volume à travers la scénographie. Donc après, voilà, c'est des arbitrages. L'histoire, c'est quand même que il faut qu'à la fin, on arrive à tout représenter, enfin en tout cas au maximum de ses souhaits. Et du coup, ces arbitrages-là, c'est lui qui les fait et il a remanipulé l'organisation des planches à travers nos salles. Enfin, ça se fait à deux, un peu, ça s'agence à deux, quoi. Voilà. Alors c'est vrai que quand on voit un peu les salles thématiques, on commence avec Krypton, il y a le Daily Planet, il y a Lex Luthor, il y a la zone fantôme avec Andor. Quels ont été un peu tes choix arbitraires, on va dire, parce qu'autant ça paraît évident forcément effectivement de Daily Planet et de Lex Luthor ou de Krypton, mais t'aurais pu aussi dire, il y a quand même aussi les super vilains de Superman qui auraient pu former une salle, par exemple, ce genre de choses, les alliés, il y a pas de, c'est très très Superman au final, intime en fait, parce que t'es vraiment dans le cercle intime de Superman, tu vois pas beaucoup plus large que le reste. Donc c'est une bonne réflexion et c'est pas une réflexion que je me suis posée. En fait, c'est maintenant qu'il y a le résultat que je vois ça. En fait, effectivement, c'est pas forcément quelque chose de conscient, mais ça a juste été. Mais ça rejoint l'idée originale qui était vraiment de parler plutôt de l'homme plutôt que du surhomme. Ça, c'était la fin de ma note. C'était vraiment que le côté humain du personnage était plus spectaculaire pour moi que le côté surhumain. C'est-à-dire, ce qui est pas important, avec Superman, c'est pas les super pouvoirs, c'est pas les combats, c'est pas le duel de puissance. Est-ce que Superman est plus fort que Hulk? Ça m'intéresse pas. Par contre, comment Superman se positionne par rapport à son identité secrète, à Lois Lane, à Lex Luthor, qu'est-ce que ça veut dire en fait des relations humaines et qu'est-ce qu'on apporte en fait via les auteurs et les autrices sur Superman? La réflexion en fait de l'identité, la réflexion de ce que c'est une personne dans le monde contemporain et de voilà, ça m'intéresse plus et c'est quelque chose qu'on dévoile en fait de la bande dessinée puisque de toute façon les super vilains, les combats homériques, tu montres une planche, t'as compris la chose. Le texte par contre il va t'apporter quelque chose d'autre qui est voilà sur quel aspect de la personnalité on a est-ce qu'on a parlé par exemple de l'aspect kryptonien de Superman ou est-ce qu'on parle de l'aspect enfant adopté du Kansas? Et tu vois que ça change entre avant 86, après 86. Et ça, c'est des idées qui ont parcouru après toute l'exposition. Et par exemple, je me suis aperçu que il n'y a pas une image de Doomsday, le monstre qui tue Superman. Par contre, on a toute la scène de la mort. Parce que finalement, quand tu te souviens de l'intrigue, ce qui est important, c'est le passage de la mort, le passage du remplacement, ce que ça évoque justement sur ses parents, ce que ça évoque sur la société qui voit ce symbole mourir, plutôt que le monstre en fait qu'il a tué, qui est de toute façon complètement interchangeable, quoi. C'est pas les fans de Doomsday qui nous écoutent sont outrés. Ouais. J'entends les tweets là, ça grésille. Les 3 fans de Doomsday. Ouais, il y en a vachement plus, c'était ouf, toi. Non, mais c'est vrai que très honnêtement, c'est quelque chose qui est venu en fait. Là, pour le coup, c'était pas une réflexion. Je me suis pas dit tiens, je vais pas montrer de Doomsday. C'est que l'image la plus, quelle est l'image qui va être la plus parlante pour le grand public? Est-ce que ça va être l'image de tous les super-héros qui transportent le cercueil de Superman avec ses parents et avec Lois Lane, ou est-ce que ça va être un monstre dans un sac de jute vert avec des tuyaux partout? Ou les pics quand tu fais l'évolution, mais ça c'était plus vers toi que je me tournais vers ça. C'est qu'en fait c'est vrai que quand tu vois l'installation des scènes, en fait on parle de Superman surtout par des lieux, des objets et pas par des statuts de personnages en tant que tel. J'imagine que ça aussi ça a fait partie de ta réflexion.
Ça fait partie de ma réflexion et ça fait aussi partie des limites. En fait, on fait avec ce qu'on peut. Dans un cadre au Festival d'Angoulême, on n'a pas forcément le matériel souhaité. On est dans des, voilà, pour être tout à fait transparente, ça a été évoqué, l'idée d'avoir des produits mais qui sont forcément licenciés. Donc oui, ce que j'allais dire aussi qu'il y a, c'est hyper complexe en fait. Donc à un moment, en fait, je dirais pas que ça c'est un vrai choix. Je dirais que c'est avec le matériel qu'on a qu'on peut dégoter. On trouve beaucoup d'astuces. Voilà. Il y a aussi du matériel de location, on customise les éléments. Je dirais pas que je n'ai pas voulu mettre de figure quoi. Ce serait mentir. J'aurais souhaité le faire. Voilà. D'ailleurs, on avait pu le faire dans le passé. Mais après, je trouve pas que ça manque forcément parce que justement, en fait, tu te rends compte que on peut faire vivre le perso. Enfin, moi, j'adore l'idée que en fait certains objets sont emblématiques en fait. Effectivement, quand tu vois la maison du Kansas, tu vois la tour du Daily Planet, en fait c'est équivoque en fait. Il y a pas de on peut pas se tromper en fait sur de qui on parle. Ouais, c'est vrai que sur Batman par exemple, on avait une statue du Joker. On avait une statue du Joker dans l'asile d'Arkham. Mais c'est vrai aussi que si tu fais une statue de Lex Luthor, tu vas juste faire une statue d'un mec chauve. Est-ce que c'est pas plus important? Est-ce qu'on en a pas assez des mecs chauves déjà dans la vraie vie? Non, mais est-ce que le comment dire, l'aspect est pas plus intéressant avec juste le bureau, le buste, Pardon, je vous ai déconcentré. Le visuel du président Lex, et puis surtout la grande affiche de Bermero où tu le vois, le mugshot. Ouais. Voilà. Surtout aujourd'hui, avec la réalité qui rattrape la fiction, voilà, d'avoir ce Lex Luthor, voilà, qui est tout sourire alors qu'il est en train d'être pris en fausseau pour son arrestation. Donc bon, c'est effectivement il y a les contraintes, mais il y a aussi ce qui est de l'ordre. Moi, ce qui est important aussi, c'est qu'on est dans la bande dessinée, donc les personnages ils sont en 2 dimensions. Par contre, effectivement, d'avoir des objets en 3 dimensions qui viennent dans le monde réel, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a ce décalage où les personnages restent en 2 dimensions et leurs objets. Carrément. Et puis en fait, ce qui est génial, c'est que quand tu abordes des personnages comme ça un petit peu mythologiques, t'as un inconscient collectif, tu vois, en termes formels qui existe. Enfin, c'est assez génial. Alors il suffit de choper les bons codes. Enfin non, évidemment qu'il faut réussir à être juste, mais moi c'est évident que ce Porsche, si tu veux, du Kansas là, dans l'espace Smallville, enfin, je l'avais en tête quoi, je le voulais ce Porsche quoi. Alors on a fait une espèce d'extrait, après tu dois te débrouiller par rapport au passage et tout, mais à un moment ça doit répondre, il y a une sorte de satisfaction, tu dois quand même encapsuler, tu vois, les contenus etc. dans un lieu qui convienne et qui soit juste, parce qu'il y a un positionnement qu'il faut trouver, et ça je trouve que c'est un super exercice dans le comics en particulier qu'on n'arrive pas toujours à faire dans tous les autres, mais c'est tellement installé en effet, c'est installé quoi. Voilà, t'as pas par exemple une peluche de Crypto. Ouais. Par contre, tu as l'EQL de Crypto. Ouais, donc l'EQL t'évoque, à mon avis, beaucoup plus de choses que si on avait un Crypto un peu foirax en peluche quoi. Le Crypto foirax, j'imagine vraiment un truc qui fait peur, mais genre une poupée de Milou avec une cape. Oui. d'IB un samedi soir quoi. Ça qui servirait de prétexte si t'es pas gentil, il y a Crypto qui va venir te voir, c'est genre non maman je veux pas. Mais c'est ce que t'as abordé, c'était la question de façon que je voulais aussi te poser, c'était de voir comment on passait justement on va dire du script de Yann à une première ébauche. C'est comment ça se fait en fait, parce que est-ce que toi tu savais notamment quand tu reçois ce document quelle salle tu vas avoir et dans quelle mesure en fait ça peut jouer sur tes plans? Carrément. Du coup l'espace, je te disais, je le connaissais, donc je l'ai su rapidement, mais en fait moi j'ai été juste prévenue plus tard tout simplement. C'est dans l'ordre chronologique des choses. Après là où je te dis, je savais que je voulais donc une pièce maîtresse dans chaque salle, voilà, que je voulais aussi du détail, je savais qu'il fallait qu'on mette une répartition budgétaire avec de la maquette, je voulais absolument un bar de kryptonite, ça me semblait absolument essentiel. Je voulais une maquette assez petite et fine, délicate, un peu dentelle pour Kandor, que je trouve hyper beau quoi. Enfin tant dans la suggestion tu vois, poétique, enfin il y a tout qui m'allait là-dedans. Que dire, après c'est un travail d'ébauche, de dessin, d'esquisse, on monte vite des volumes, le gros du travail c'est vraiment la jauge des pièces quoi. Tu vois, c'est l'harmonie entre les pièces, il faut tenir le visiteur jusqu'au bout, il faut pas le lâcher à la fin, c'est hyper compliqué pour un scénographe.
Il y a une forme de question de rythme, en fait. Ah, mais c'est une partition. Merci d'avoir dit le mot. C'est une partition. On va donc créer une lecture, mais tu peux vraiment le vivre de manière assez, kinesthésiste, quoi. Enfin, tu dois vraiment suivre avec tes yeux. Qu'est-ce que tu vois? À quel moment je fais une rupture? Nous, on savait que la rupture, on allait l'amener avec des éléments en volume type les bornes hauteur. Tu vois, on savait qu'on allait interrompre un moment le dialogue avec un éclairage particulier. Et d'ailleurs, on les a éclairés pour de vrai. Sur ces auteurs qui allaient tout à fait se confondre au discours, même le nourrir. Et on a aussi créé un discours, c'est idiot, mais enfin c'est important, quoi, de médiation, un discours un peu plus pour les gamins, avec une autre identification. On a utilisé du bois, vraiment qui n'a rien à voir avec le reste de l'expo. Et voilà, ça c'est une identification. On va chercher vraiment des objets de l'exposition, des objets de signalétique, et on crée ce répertoire comme ça petit à petit. Mais d'abord, ouais, c'est du dessin, c'est du plan, de l'élévation. On teste des trucs en 3D. On partage, tu trouves que c'est nul, c'est bien, allez, c'est bien. Ok, ça a l'air de passer en coup, on trouve une feinte de production, on appelle le maquettiste, ok, ça tu penses que nanan, j'ai tant. Voilà, hein, ça s'ébauche comme ça, et en fait, c'est vraiment à travers des budgets. Et puis, encore une fois, je travaille pas toute seule, donc ça se fait avec plein de monde. Parce que moi, je me rappelle de mes cours de médiation des sciences, en fait, où tu as vraiment cette problématique à la fois de vouloir intéresser tout un public et de parler à des gens qui sont déjà intéressés. Ouais. Et peut-être le plus dur, en fait, c'est aussi de parler, tu parlais des enfants, mais même d'un grand public qui connaît que peu Superman. Et alors, c'est comment on gère cet équilibre. Moi, je l'ai dit à Yann en amont de ce podcast, que j'avais trouvé vraiment qu'il y avait un équilibre qui est parfaitement dosé avec justement cette scénographie très grand public au premier abord, et qui vient être compensé par des planches originales qui sont là pour les gros nerds de BD que je représente. Mais tu vois, mais comment on gère, c'est ça, je voulais savoir comment vous gérez cet équilibre. C'est exactement ça, je te dis, c'est une sorte d'organisation. Moi j'aime bien, par exemple, qu'il y en ait au moins 2 des niveaux de lecture. Donc en effet, des textes introductifs assez courts, un chapeau, voilà, qui t'enclenche directement l'envie de lire le reste, mais au moins où tu saisisses de quoi on parle dans la thématique. Donc ça, c'est comme ça qu'on a travaillé avec Yann. On a dit, voilà, il y aura un chapeau, tant de signes. Après, tu vas plus te faire plaisir, on va dire, dans le reste du paragraphe. Des cartels qu'on peut documenter vraiment, hein, où on va pouvoir être beaucoup plus précis. Mais encore une fois, ça dépend dans quel niveau de lecture. Ça, c'est le niveau de lecture 2 déjà. Tu vois, quand tu vas commenter vraiment des planches en détail. Voilà. Et puis, on lui a parlé tout de suite d'un trajet beaucoup plus novice, avec ce que je te disais là, ces fameux médaillons, enfin finalement qu'on a traité. Plus t'as raison, plus pour les novices que pour les enfants en définitive, mais ça va le faire. Et finalement tout ça, si t'as une bonne médiation parallèle, etc., et que t'as des outils supports qui peuvent arriver, je sais pas, tu distribues des documents annexes et tout, en fait t'arrives à une bonne expo, quoi. Et il faut vraiment toujours se dire, bon, alors niveau de lecture 1, niveau de lecture 2, et même t'as niveau de lecture 3 après pour le mec qui passe en 2 secondes aussi. Ça, c'est encore, et le mec qui passe en 2 secondes, en fait, il faut qu'il récupère les bons titres. Donc, tu vois, l'importance de la titraille, et du sous-titre. Et comment on sait si ça marche ou pas? Vous faites relire, vous avez des public tests un peu, ou pas du tout? Non, alors, jamais, mais là, c'est vraiment l'expérience. C'est empirique total, hein. Franchement. C'est, à l'instinct. Ouais, là, moi, j'ai complètement fait confiance. J'avais fait d'abord des premiers textes parce que devait y avoir un catalogue qui ne s'est pas fait, mais du coup, il y avait des premiers textes. Et c'est un scandale. Il y avait ces textes qui étaient d'une certaine longueur, et du coup, Eve et Zila m'ont donné ensuite le gabarit. Et moi, je me suis tenu à ce gabarit et ça permet en fait d'affiner le propos, de savoir ce que tu gardes, ce que tu ne gardes pas. Ça permet de revenir en plus sur les textes. Moi, ça me pose vraiment aucun problème. Et c'est surtout le palier le saviez-vous, qui a été très intéressant à réécrire, parce que c'est dur de poser une question triviale alors que tu es persuadé que toi tout le monde le sait, mais alors qu'en fait mais non, justement ça les choix, et ça c'est Zilda qui avait qui m'avait renvoyé les textes et qui m'avait dit ce paragraphe là serait intéressant, le saviez-vous, ce paragraphe là serait intéressant, le saviez-vous. Du coup, en le remettant en 3 petits points, et avec cette question là, je me suis dit, effectivement, ça marche beaucoup mieux. C'est moins lourd, et en fait je dis la même chose. Donc et au niveau des choix de typo, au niveau du choix de des tailles de typo, des choses comme ça c'est entièrement Eve et Zida. Et du coup, c'est quand vous y êtes, quand vous voyez les titres, les sous-titres, vous êtes jamais perdu, et c'est là où on voit que ça fonctionne, ça fonctionne complètement, quoi. Mais
parce que non, t'as pas rajouté quelque chose, mais parce qu'en fait, je disais que j'étais un gros nerd, mais il y a beaucoup plus gros nerd que moi à cette table, c'est toi. C'est pas trop dur enfin, j'imagine que c'est difficile, cet exercice de devoir, couper dans le gras, de pas pouvoir tout mettre, de se restreindre en fait, justement parce que tu peux avoir envie d'étaler, de raconter plein de trucs. Moi, je préfère pour écrire, moi je préfère qu'on me donne des limites. Ouais, c'est ça, parce que sinon tu t'arrêtes pas. Ouais, sinon je tombe dans la diarrhée verbale rapidement. Ouais, donc je préfère avoir des limites. Je préfère qu'on me donne en fait une vraie direction, alors la direction, pour le coup, la direction éditoriale, c'est moi qui l'impose dans ce que je veux dire, mais j'aime bien avoir des contraintes des contraintes de signes pour pas tomber pour pas tomber. En fait, c'est les comics de super-héros, et surtout ce type de super-héros qui ont 87 ans d'expérience, c'est le terrier du lapin blanc d'Alice. C'est-à-dire, plus vous creusez, plus jamais vous en ressortez, quoi. C'est des anecdotes. Une fois que tu commences à creuser, tu n'as jamais fini sur Lois Lane. Tu peux continuer à gratter, et voilà. Donc avoir une contrainte de place, ça permet d'aller à l'essentiel. Est-ce que vous faites office de garde-fou alors par rapport un peu, je pense qu'en fait on n'a pas le même. Enfin, forcément, on a nos précarés. On a incroyable private joke, hein, vous, vraiment. Si c'était filmé, si c'était filmé, on aurait compris qui se jouait quelque chose. Non, mais c'est on se l'est dit. Ils se sont regardés, ils se sont bien rigolés. Moi, je suis du père. Pardon. Désolé. C'était naturel et ça allait tout seul. Non, mais voilà, c'est forcément, on n'est pas. Moi, je suis quand même très concentrée sur l'objet, sur le volume, sur les coûts, sur le temps, et évidemment sur un rapport d'efficacité par rapport à la communication. Je pense que là-dessus, j'attache une importance capitale à la pédagogie, mais la pédagogie, encore une fois, d'un corps en mouvement qui se balade, quoi. On n'est pas dans une pédagogie je trouve que l'écueil des expos qui, moi, me gonfle et vraiment sur lesquels je passe pas un bon moment, c'est quand il y a trop à lire, quand on a finalement exposer un catalogue. Voilà. Ça, c'est ce que je déteste. Et quand le commissaire n'a pas joué son jeu et en fait a rédigé son article brillamment, sans doute, mais enfin qui n'a pas été transposé dans un espace. Et ça, c'est un problème. Donc ça, c'est aussi c'est la richesse en fait d'une bonne combinaison qu'on a, je pense, avec Yann, où chacun est dans sa partie, respecte, a beaucoup d'estime aussi pour le travail de l'autre, et voilà, ça fait une très bonne partition, comme tu le disais tout à l'heure, une bonne rythmique, quoi. T'avais beaucoup de planches, j'imagine, que tu pouvais choisir. Comment est-ce que tu as vraiment sélectionné celles qui allaient être exposées, et j'imagine que c'était à la fois un mix entre des choix peut-être très personnels. Enfin, on sait qu'il y a des planches qui sont issues d'un numéro qui était très cher en l'occurrence, mais peut-être aussi à des moments peut-être des choses qui te plaisaient mais que tu dis ça me plaît qu'à moi, mais ce serait pas assez important pour le public, ou par contre où ça rentrerait pas assez dans les salles thématiques. Comment on ajuste ça? Sur les planches originales d'Albert Moy, le premier lot était de toute façon, quand j'ai vu le premier lot, j'ai pas vraiment eu à faire de sélection parce que tout était intéressant et tout se collait vraiment dans les différentes parties. Il y a une deuxième, je crois que parce que mes souvenirs sont un peu flous, mais je crois qu'il y a tu choisissais tes planches bourrées, c'est ça ce que tu es en train de nous dire? Tout à fait. Ça, voilà, okay. J'ai tout fait. Ça marche bien, remarque, donc. Tout fait alcooliser. Ma bière Jean, une cerise. Non, mais il y a eu je crois qu'il y a eu un deuxième. Ils nous ont proposé après deux, trois autres planches, et voilà, il y en avait quelques-unes qui m'intéressaient, quelques-unes qui m'intéressaient pas. J'ai écarté certaines planches qui trouvaient pas, qui n'avaient pas d'intérêt dans l'exposition, qui étaient bien mais qui n'avaient pas d'intérêt dans l'exposition. Ça a été plus complexe avec le deuxième prêteur Philippe Boone, puisque il m'a montré en gros tout ce qu'il avait, et là j'ai fait la sélection, mais j'ai dû vraiment là pour le coup pour les intégrer, j'ai vraiment dû faire en amont
l'explication de comment ça serait intégré dans l'exposition, avec vraiment la justification. Ouais. Et j'avais demandé, je me souviens que j'avais demandé près de 25 planches et j'en ai eu 15. Parce qu'il m'a dit, je m'arrête à 15. Et il s'est arrêté. Donc ça, c'est aussi une contrainte à gérer, le fait que oui, c'est pas non plus open bar. Alors, voilà. Et par contre, les 15, là où il s'est arrêté, c'était vraiment les 15 que je voulais. Et je pense que lui comme moi, on a compris que les 10 qui étaient restantes, c'était du bonus. Alors, très honnêtement, vu comment dire, le mapping maintenant qu'on a, 15 de plus, je sais. Heureusement. Je sais pas où on les aurait mis. Mais là, les 15 qu'on avait, c'était vraiment pour le coup. Il y a de la place sur les murs, là. Ouais. Non, mais les 15 qu'on avait, c'était vraiment pour le coup intégré et puis surtout adoubé par le prêteur qui se disait, OK, il y a ça a été un peu le premier juge de l'exposition pour moi, puisque il m'a demandé, il m'a dit, raconte-moi une histoire. Pourquoi tu veux ces planches? Comment ça s'intégrera? Parce que lui avait vu la Batman, avait beaucoup aimé la Batman et voulait que ce soit intégré dans un parcours comme ça narratif. D'accord, ouais. Est-ce que toi, de ton côté, tu pouvais proposer aussi, faire des contre-propositions par rapport à ce franchement, là, je le laisse complètement gérer. J'ai vraiment, j'ai pas assez de connaissances dans le comics, quoi. Non, il y a un moment, faut vraiment s'abstenir. Après, il faut quand même se rendre compte que quand on a des planches originales, pour nous, c'est pas simple. Parce que, alors d'abord, parce que, en termes de conservation, d'affichage, etc. Oui, t'as des règles à respecter, alors. C'est hyper complexe. Ça, c'est vraiment le festival qui s'en occupe au niveau de l'encadrement, mais il y a pas que, quoi. Il y a le constat d'état, il y a des, en termes d'assurance, c'est monstrueux. Donc, plus t'en as, plus ça prend sur le budget global. Faut quand même se rendre compte, quoi, que ça a un impact évident, et donc sur la scénographie. Et après, en termes de luminosité, ça, évidemment, ça te fait baisser l'intégralité de ton expo, quoi, en termes de lumière, quoi. Donc, si tu veux faire des highlights, etc., sur n'importe quel titre ou n'importe quel objet, d'un coup, t'es hyper contraint. Et là, ça a pas été évident, hein. Ça a pas été évident, mais je trouve qu'on a réussi l'équilibre. N'empêche que l'expo est assez sombre. Donc, voilà. Pardon de reparler tout le temps de Batman, mais il y avait beaucoup plus de lumière. Alors ça fléchait plus, mais évidemment, on n'avait aucune contrainte. Donc ça n'est pas le même objet. Encore une fois, c'est pas le même produit, quoi. C'est presque le paradoxe d'une exposition Batman lumineuse et d'une exposition Superman dans l'ombre. Vraiment. Presque croire que c'était voulu dans ce cas-là. J'avais deux autres questions pour toi. Juste d'un point de vue vraiment, là, c'est vraiment rentrer dans le détail de juste la Krypton, comment elle a été faite. Ok, alors la salle Krypton. Alors moi, je voulais absolument rentrer par les parents, donc je sais pas si t'as vu. Alors, enfin, qu'on voit au loin en fait Krypton en train d'exploser ou du moins en train de grouiller. Enfin, on sente finalement, tu vois, qu'il y a la pulsation de la Terre qui va bientôt exploser. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, ça tu le vois. Il y a un appel assez fort avec une retenue pour le visiteur avec les parents. Je voulais vraiment la présence de Jor-El et Lara. Je dis pas de bêtises. Donc du coup, on l'a créé. Je voulais qu'il y ait symboliquement ce côté un petit peu néo-futuriste, tu vois, qui m'avait bien plu, mais aussi à travers la culture des films, quoi. Enfin, moi, j'avais aussi ça en fait comme bagage. Ça a servi d'influence visuelle. Carrément, franchement. J'avais envie qu'on voit une Terre au loin pour suggérer évidemment le voyage dans un vaisseau, quel qu'il soit d'ailleurs. Je voulais pas qu'on commence à rentrer dans un catalogue des versions, tu vois, ça aussi, parce que je me disais, bon, en fait, il va y avoir suffisamment de matière iconographique pour parler de ça. Donc en fait, c'était des choix qui allaient droit au but, quoi. Enfin, c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure. C'est encore une fois, c'est chercher de l'objet très 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 puissant visuellement qui fasse appel et voilà. Donc et après, pour finir par rapport à la salle de Krypton, ben je te dis, il y avait cette histoire de bar à kryptonite. Moi, il se trouve que j'ai bossé dans le luxe et que je présentais des parfums avant, quoi, tu vois. Donc c'est aussi ma culture de présenter des super beaux objets. Là, il y avait un boulot de lumière qui m'intéressait, qui est assez mystérieux, et en fait ça fait plaisir à l'œil, et de ma méconnaissance de Superman, j'avais envie de voir ces espèces de fausses roches, tu vois, hyper puissantes. Je les trouvais très énigmatiques et je voulais absolument les mettre en scène, donc on y allait.
Et mon autre question très précise, c'était un peu à peu près la même question, mais pour la salle du Daily Planet, qui pour moi est quand même un peu la masterpiece de l'expo. Après, j'ai même peut-être que vous aimez beaucoup la zone fantôme aussi ou Candor, mais vraiment avec le haut du building, le bureau de Lois Lane, mais après ce mur avec les affiches qui reprend des covers. Enfin, il y a vraiment, elle est trop bien, vraiment. Cool. Elle est vraiment trop bien. Et je voulais savoir aussi comment ça marche dans ton cerveau pour mettre ça. Non, mais alors je vais te dire, tu veux que je te dise vraiment la vérité? Ok, alors moi j'arrive sur le site. Comme Yann, quand il choisissait ses planches. Non, moi je vois un mur qui est vachement abîmé. En fait, d'accord. en fait, c'est ça la vraie vie. Je vois un mur qui est abîmé, qui est comme il est, parce qu'en fait, chaque fois t'as des sites qui sont pas du tout idéaux, quoi. Et en fait, je me suis dit bon, alors qu'est-ce qu'on fait là? Et je veux penser vertical. La clé, de toute façon, c'est quand t'as du volume que tu peux faire un îlot, tu peux faire circuler les gens, c'est le cas. Après, il faut penser vertical. Il faut se dire mais qu'est-ce que je vais mettre comme texture graphique qui va être au service de la narration de Yann? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme truc hyper puissant? Moi, d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais c'est évident que c'est la presse, quoi. Il faut qu'on ait l'impression d'une énorme imprimerie géante, tu vois. Et quoi de mieux que de créer des fausses unes? Allez, go. Il en a profité pour intégrer, du coup, des visuels très iconiques, aussi. Iconiques, mais qui, du coup, avaient plus leur place. Parce qu'il y avait les originaux. Donc du coup, ça a permis de rattraper Tout à fait. Ouais. Et après moi comme je te disais, j'adore par exemple editorial et features, c'est ce que j'avais chopé dans le film, dans la version de Reeves, et je m'étais dit en fait trop bien pour faire une séquence entre le bureau de Lois Lane et les bureaux de 4 faux journalistes. Et en fait, on va faire comme si ils avaient vécu une sorte de hold-up informatique, enfin je sais pas comment tu un hacking, merci, j'ai plus un hacking de vilain. Et je me suis dit trop marrant, on va récupérer du matériel genre années 90, tu vois, un matériel informatique, on va le mettre en scène, on va en profiter pour mettre du petit contenu qui fait plaisir à l'œil avec, je sais pas, il y a des faux documents. Bon après, je veux pas tout balancer parce qu'il y a peut-être des gens qui vont venir voir l'expo, mais c'était un peu l'occasion. Ouais, mais comme c'est du podcast, ils sont obligés de se représenter le truc. Tout à fait. Alors on va imaginer que sur le bureau de Lois Lane, j'ai tout de suite demandé à Yann, je dis bon, alors c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors elle est aussi mère, tu vois, elle est amoureuse, elle est mère d'un enfant. Elle a obtenu le prix Pulitzer dans une des versions. Ok, très bien, on va faire comme si on avait son document qui certifie qu'en fait elle est nommée, tu vois, pour le prix Pulitzer. On a fait une fausse lettre, on a fait des documents. Je me suis dit, ok, Yann, choisis-moi. On a la possibilité de présenter 5 vilains donc qui ont fait ce fameux hacking. Yann m'a sorti Brainiac, on a Metallo, Bizarro, Toyman et le Parasite, je crois. On a été les chercher dans une double page où on avait déjà les textes de présentation. Voilà, tu vois, hop, on va chercher Sherman, je me dis OK, génial, on va la bosser en motion design ce truc là, on va faire comme si on avait le graphiste qui était en train de monter la page de la une, donc pam, on reprend nos graphismes les mêmes qu'on voit en haut, ça crée du lien visuel et on va faire un hacking avec là je bosse avec Big Company, une agence à Lyon. Et on fait une espèce d'interférence de ma boule et hop, on donne déjà une indication d'un vilain qui va et évidemment on légende parce que tu restes dans une expo et qu'il faut quand même être assez muséal. Voilà, et moi je m'éclate pas mal dans ces moments parce qu'on allait chercher je sais pas chez un loueur chez Transpalux qui loue du matos de cinéma, des vieux téléphones, des POC, t'essayes de rester assez. J'allais te demander un peu combien il y a de prestats différents qui bossent avec vous pour confectionner, assembler, transformer tout le matos. Grosso modo t'as les gens qui s'occupent du petit, donc la maquette, on va dire le petit, mais en fait il y en a qui ont, donc il y a Forme et Volume de La Rochelle que je salue parce que c'est ma ville. Voilà, super équipe de maquettistes. Il y a des locaux, donc il y a la société Cobble extraordinaire et je remercie Rach intensément s'il m'entend puisque ce sont des constructeurs eux ils ont une équipe, un staff en fait de peintres, voilà, donc ça c'est une deuxième société. Big Company, je t'en ai parlé, c'est tout ce qui est développement audiovisuel. Anatole pour la création sonore. Oui, parce qu'il y a aussi le son qui accompagne, ça, ouais, c'est tout à fait. Une autre donnée, voilà, donc ça c'est la création sonore, moi je les brief, etc. On fait un truc un peu hybride, on cherche de la texture sonore qui soit pas trop en interférence. On est sur un site, t'as compris, il y a pas de plafond, faut que ça vive avec du sound design et on sait qu'on avait la pièce de la mort qui allait être plutôt une pièce musicale, donc fallait pas trop que ça soit chargé niveau son, tu vois, en harmonique en fait dans les autres salles, qu'on soit plutôt sur du sound design. Donc et on a qui d'autre? On a évidemment MPI de Nantes, donc notre imprimeur qui est
aussi poseur. Là, ça va être plutôt pour les coverings, les grandes impressions, voilà, les trucs un peu particuliers. J'ai même fait bosser un moment pour des impressions particulières, récréation de La Rochelle. J'espère avoir cité tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment Graphipub, bien sûr, des Angoumoisins aussi qu'on fait travailler pour les visuels un peu last time. Tu vois, il y a toujours aussi cette partie de l'événementiel où en fait t'imprimes des trucs jusqu'au dernier moment, ou un cartel qui est planté parce qu'en fait il a une coquille et qu'on l'a pas vu ni Yann ni nous, et ça c'est normal. Voilà, personne n'est infaillible. C'est vrai. Sauf Superman. Et encore. Mais justement, c'est beaucoup de relecture aussi pour toi, de ton côté, parce qu'une fois que vous êtes mis d'accord et sur comment agencer les planches et le décor et comment l'agencer, après, j'ai vu que c'est pas, bon, bah, c'est bon, j'ai fait mon taf, rendez-vous juste à l'inauguration. Ouais, c'est pas ça du tout. Et puis, c'est vrai que, on repasse jusqu'à plus soif sur les textes. Ce qui fait que, là, je peux plus les lire. Donc je ne sais pas si ça fonctionne bien dans l'exposition en tant que telle, mais on repasse énormément pour éviter qu'il y ait, et puis les infos de crédit, ça c'est très important. Les cartels qui créditent les planches originales, qui créditent les reproductions, voilà, pour pas se planter sur les auteurs, sur la date, il y a tellement d'infos différentes que oui, c'est compliqué. Ouais, c'est du temps. Ouais. Mais gratifiant quand même à la fin. Ah oui. Comment on sent, parce que après, c'est con parce que c'est pas ta première expo non plus, donc, mais j'ai envie de dire, c'est quoi un peu le sentiment quand tu la découvres pour la première fois, en vrai, C'est ce que j'ai dit à F quand on a eu les premières photos, c'est super émouvant, en fait. Moi j'avais les larmes aux yeux en fait quand j'ai vu les premières photos. Les premières photos du Daily Planet, les premières photos de Candor, Candor j'avais vu quand même avant, puisque c'était tu m'avais envoyé la photo vraiment comme on était parti du Dave Gibbons, voilà, mais après d'être dedans, on redécouvre en fait tout. Ouais. On redécouvre en fait tout. Et effectivement, l'ambiance sonore, même le déroulé. Moi, ce que je trouve fabuleux en fait, c'est avec celle-là par rapport à la Batman, c'est qu'on a beaucoup en fait, les enchaînements sont hyper astucieux. En fait, on est dans un labyrinthe, mais en même temps, on discerne des choses et on a envie en fait de faire le parcours. Et l'emplacement des textes fait que on a toujours quelque chose en fait dans le viseur, et qu'on comprend assez vite de quoi parle une pièce et de quoi parle un mur, de quoi parle certaines indications. Est-ce qu'il y a ce même type d'émotion pour toi, Eve, ou est-ce qu'au bout de la 7e ou 8e exposition, on s'en lasse? Non, franchement, moi, je suis toujours hyper émue pour ces expos où il y a une implication artistique quand même assez balèze. Après, moi, ce que j'adore, si tu veux, c'est que je suis sur un rapport maintenant. Enfin, j'ose pas le dire comme ça, mais je vois pas d'autres mots. Un peu genre d'observation scientifique, si tu veux, par rapport au regard qui est porté, comme tu dis. Moi, ce qui m'intéresse, il se trouve que je fais beaucoup de musique, tu vois, donc je suis en rapport aussi. Je sais pas comment dire, je suis assez sensible à comment les yeux se déplacent sur l'œuvre. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a été juste? Tu vois, l'année dernière, par exemple, très sincèrement, j'ai fait non pas des bêtises, personne va le décoder comme ça, mais moi, tu vois, je trouvais qu'il y avait pas assez de chicane, j'avais pas assez arrêté les gens. Il y a une histoire de flux. En fait, tu voyages avec les gens, donc tu dois les arrêter aux bons endroits. Tu sais que tu dois pas mettre une pièce trop importante parce que ça va stationner. Tu vois, il faut que, en gros, t'es vraiment, je sais pas comment dire, c'est ce qui me plaît le plus, c'est mon plaisir. Franchement, mon plaisir le plus important, c'est les 5 premiers visiteurs, quoi. Eux, je les mate, je les sonde, je regarde où est-ce qu'ils regardent. Et ça, c'est magique. Et puis, t'as les enfants aussi. Autre public vachement passionnant. Bien galère. Parce qu'évidemment... parce que pour les captiver, retenir leur attention, c'est un autre délire. Ouais, tout à fait. Bon, évidemment, ils vont moins retenir de l'illustration pure. Tu vois ce que je veux dire? Or, un nerd, comme tu dis, va passer 4 heures à voir les calques. Tu vois, c'est quand même fou, quoi, les rhodoïdes. Mais tu lui mets 4 bouts de papier, le nerd, il est content. Il est trop content. Donc voilà, j'adore vraiment. Moi, il se situe là, mon plaisir, mais c'est hyper analytique. Enfin, je suis peut-être un poil moins dans l'émotionnel que Yann, mais je peux comprendre parce que ce qui crée... C'est bien, le cerveau, les tripes. Ouais, je sais pas que le cerveau, mais voilà. Non, ce que j'adore, c'est quand forcément ce qu'on crée, c'est toujours quelque chose d'un peu inédit et qui est
inattendu parce qu'en fait en vrai on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, l'addition de tout ce monde et puis le matériel arrive vraiment last time en fait, donc on découvre cette association, ce grand collage comme ça, il crée un langage inédit. Nous évidemment que sur nos bureaux avec ma graphiste Tiffen bien sûr de Beaux Jours Studio que j'avais oublié alors qu'elle est extraordinairement au cœur du projet, on crée donc un langage, une identité graphique unique. Et bien quand on a fait ça avec Tiffen, après si tu veux, on sait pas ce que ça va donner, les sons dont je te parlais tout à l'heure, l'ensemble, est-ce que ça va rendre bien la luminosité, est-ce qu'on va réussir à pointer ce qu'on voulait. Donc c'est un peu une découverte, mais je suis très contente de pouvoir dire que je commence à mieux maîtriser ça qu'au début. Voilà, être plus efficace peut-être. Très bien, très bien. Je pense que c'est une question plus générale et d'ailleurs j'aurais même pu commencer par là, mais avec cette exposition, quel message en fait tu veux envoyer, Graph, toi, pour Superman, ce qu'il apporte aujourd'hui, ce qu'il veut dire, au-delà du fait que il y a un film effectivement qui arrive avec James Gunn, au-delà du fait que chez Urban vous avez sorti une collection et que l'exposition est certainement la meilleure PLV possible pour cette collection Urban Nomad. Au-delà de ces aspects-là, qu'est-ce que Superman, qu'est-ce que tu veux dire de Superman avec cette expo? Moi, je pense que ce qui me satisfait le plus avec l'exposition, c'est qu'on a vraiment remis les auteurs au centre de la création de comics. On a une quarantaine d'auteurs qui sont cités sur les bornes. Et je pense qu'on en a le double via les crédits. Et tout est crédité, tout est expliqué. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait, à présent, c'est de moins parler de franchise, mais plus de parler de création et de parler de ses créateurs. Parce que de plus en plus, on s'aperçoit que les auteurs, les autrices, voilà, il faut les respecter, il faut les célébrer et il faut les protéger. Donc, moi, je trouve ça bien que un personnage qui soit un symbole pour certains de ce qui est de pire dans l'impérialisme américain, dans l'exploitation de franchises, on rappelle que non, en fait, derrière ça, il y a des auteurs, des autrices qui ont mis leur trip, qui ont fait avancer le médium de la bande dessinée, avancer le 9e art. Et ouais, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que s'il y a 1001 vies pour Superman, c'est parce qu'il y a eu 1001 auteurs et autrices. Très bien. Et j'avais une dernière question, parce que tu l'as mentionné en filigrane, et c'est quand même en fait le seul défaut de cette exposition, c'est qu'il n'y a pas de catalogue quand même. Pourquoi il n'y a pas de catalogue? Est-ce que tu peux le dire dans notre micro ou est-ce que c'est top secret? Je ne peux pas. J'ai juste précisé que à un moment donné, je travaillais sur un catalogue et qu'à un moment donné, il n'y avait plus de catalogue. Très bien. Donc voilà. On n'ira pas encore investiguer, mais je mets tout de suite mes collègues de Mediapart sur le coup. J'avais fait la Superman anthologie qui est encore dispo. Donc c'est vrai. Voilà. Mais je la réactualiserai bien, mais voilà, ça date un peu. Non, mais donc quand même, ce qui est cool aussi, c'est que cette expo, contrairement à celle de Batman, ne sera pas là que pour 4 jours, c'est qu'elle va pouvoir être déplacée. Donc ça, ceci. Déjà, elle est là pendant un mois. Et elle reste un mois. Elle reste jusque mi-mars. Ouais. Ah oui, très bien, d'accord. Ouais. Ce qui donnera un très bon prétexte pour venir à Angoulême en dehors du festival et après se déplacer. J'imagine que c'est aussi une contrainte de plus ou peut-être plus de liberté de savoir qu'on peut la déplacer. Est-ce qu'il faut l'adapter aussi peut-être dans des lieux qui sont différents en termes de C'est une salle. énorme contrainte. Énorme, plutôt. Énorme. Objets déplaçables qui doivent se conditionner. Bon, voilà. Je veux pas vous parler de logistique, là. C'est pas très intéressant, mais enfin, c'est vraiment hyper complexe. Et puis voilà, on n'a pas tous les murs. Vous avez compris qu'on s'accroche sur des murs qui sont des murs du site. Donc, si on n'a pas de murs, faut les construire dans l'espace d'après. Voilà. Donc, ouais, c'est une énorme contrainte. On a sans doute des décors qu'on va de fait reproduire, en fait, à nouveau parce qu'ils vont être sans doute bien abîmés à la fin du festival, déjà. Si on a 16 000 personnes comme sur Batman, voilà. Donc oui, bien sûr. Après, moi, je laisserai ça à ma chère Isilda Tribault des Drôles & Compagnie, qui est une agence d'événementiel et qui va nous faire ça aux petits oignons et qui va repenser tout le projet pour sa diffusion prochaine, quoi. D'accord. Et alors, pour en ouverture de cette émission, quand même, vous avez fait Batman, vous avez fait Superman. Qu'est-ce qu'on attend pour Wonder Woman, du coup? Quand même. Moi, je préfère. Moi, j'ai d'autres idées. T'as d'autres idées? Ouais. Et j'ai d'autres idées. Je les garde pour l'instant. J'en ai discuté avec Marguerite. Très bien. Eh bien, c'est du teasing. Et donc, restez
à l'affût pour la prochaine expo de Yann et de Eve. Alors, en tout cas, merci beaucoup surtout de m'avoir accordé de votre temps malgré votre journée épuisante, j'imagine, en cette journée de présentation pour les professionnels. Donc, l'exposition a lieu, vous l'avez entendu, jusqu'au mois de mars à Angoulême, et après, elle ira se déplacer un petit peu. Donc, n'hésitez surtout pas à aller la voir. Et de mon côté, si l'émission et le travail vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux, un petit peu partout, en parler autour de vous, et si vous pouvez nous soutenir via notre Tipeee, faites-le également. Merci beaucoup Yann, Eve, d'avoir été avec moi. Merci.